Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé samedi dernier, en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies, que les autorités maliennes sont en négociation avec des compagnies armées privées russes. Le ministre russe des Affaires étrangères a expliqué que les autorités maliennes avaient estimé que leurs forces étaient insuffisantes, et qu'elles avaient besoin d'une aide extérieure venant de la Russie. Mais la France s'oppose à tout rapprochement entre le Mali et la Russie. Suivons maintenant le reportage sur la situation par nos confrères d'autres chaînes de télévision. Suivons. L'hypothèse de l'ouverture de discussions entre le Mali et la société militaire privée russe Wagner a fait monter les tensions entre le pays du Sahel et la France ainsi que l'Union européenne. Malgré les mises en garde répétées du Quai d'Orsay et de l'institution européenne ces derniers jours, pour l'enseignant-chercheur malien Ali Tounkara, cette possible réorientation sécuritaire est nécessaire et inévitable. Après, vous avez parlé du Mali. Oui, j'ai entendu ces questions. M'a posé ces questions, par exemple, le ministre des Affaires étrangères français, le représentant de la politique étrangère de l'Union européenne. La question, c'est que dans ce pays, aujourd'hui, une transition qui se fait. Il y a des élections pour que le peuple puisse revenir. Et donc, il va y avoir au mois de février des élections qui vont se faire sous l'égide de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Les pouvoirs, les autorités de transition continuent d'ailleurs cette lutte contre le terrorisme. Et dans cette optique, ils se sont adressés à des compagnies armée privée, parce que la France a, si j'ai bien compris, décidé de réduire significativement sa présence militaire qui lutte contre les cellules terroristes qui sont dans le nord du pays et qui n'ont pas finalement pas réussi puisque les terroristes continuent à mener le bal sur place. Donc les autorités maliennes ont estimé que leurs forces propres étaient insuffisantes sans aide extérieure et comme l'aide de ceux qui s'étaient engagés à déraciner le terrorisme, donc du coup ils s'adressent à des compagnies militaires privées russes. Nous n'avons rien à voir avec ça et cela ne concerne que le gouvernement légitime, ce qui est considéré comme les forces de transition légitimes et ceux qui proposent ce genre de service. Je souligne d'ailleurs que par la ligne de l'État, nous apportons une aide. Il ne s'agit pas ici de compagnies privées, mais il s'agit ici d'une aide officielle. Nous avons un programme de coopération politique et militaire et nous participons à la mise en place de missions de maintien de la paix, conformément avec les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères malien que j'ai vu hier a dit ici, ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres questions, c'est nos collègues de l'Union européenne, comme l'a dit Joseph Borrell, s'ils disent par exemple, ils le disent directement, ne travaillez pas en Afrique parce que c'est notre territoire, je pense que ce serait mieux de coordonner nos mouvements entre la Fédération de Russie et l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, pas seulement au Mali, mais dans toute la zone du Sahel. Mais dire que je suis ici le premier et vous devez quitter les lieux, d'abord c'est humiliant pour le gouvernement de Bamako qui a invité des partenaires étrangers. Et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Lundi, Florence Parly, ministre française des Affaires étrangères, a jugé indécentes les accusations d'abandon prononcées par le Premier ministre malien Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies. Un soutien populaire et une démonstration politique. Une foule de supporters et des ministres sont venus accueillir Choguel Maïga à l'aéroport de Bamako. Un accueil triomphal pour le Premier ministre malien de retour au Mali, après son discours à la tribune des Nations Unies.
Ce matin, nous sommes là pour prouver à notre Premier ministre Shogel que nous sommes derrière lui. Le discours que le Premier ministre a prononcé aux Nations Unies, je crois que ça a galvanisé l'ensemble du peuple parce qu'il a transmis à la communauté internationale, je pense, la situation de notre pays. Le 25 septembre, le chef du gouvernement malien s'est exprimé à l'Assemblée générale des Nations unies. Choguel Maïga a justifié les pourparlers entamés par la junte militaire avec l'entreprise russe Wagner du fait de la réorganisation des troupes au Sahel. Un abandon en plein vol, selon ses propres termes. Des propos jugés inacceptables par Paris. Devant les caméras de la télévision publique malienne, aux côtés du président par intérim Assimi Goïta, Choguel Maïga a voulu tempérer. À ce stade, nous ne souhaitons pas faire des commentaires sur les déclarations de nos partenaires. Et je crois que les discussions vont continuer au niveau le plus approprié. Le peuple malien reconnaissant n'a jamais été et ne sera jamais un peuple ingrat. À New York, le Premier ministre malien a également évoqué la possible prolongation de la période de transition de 18 mois annoncée après le renversement du président. Et un possible report des élections de février prochain, embarras de la CEDEAO, des relations tendues avec la France sans parler de l'entrée probable des mercenaires du groupe russe Wagner. Le Mali continue de faire l'actualité et nous en parlons ce matin encore avec notre invité, l'analyste politique et producteur du JT diplomatique Henri Nzouzi, qui est en direct avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Henri Nzouzi. Bonjour Omar. Merci d'accepter notre invitation. Alors, on parlait donc de cela tout de suite. Le Mali, le Premier ministre donc de la transition, Choguel Maïga, parle d'un possible report des élections. Quelles conséquences cela peut avoir en Nzouzi sur la transition et sur la suite de cette transition au Mali? Alors, il faut rappeler que il y a les assises nationales qui sont prévues dans très bientôt et que donc il faut que les Maliens puissent réunir toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que les élections puissent se faire dans un climat apaisé. Mais au-delà des élections, c'est la refondation totale de l'État et son organisation. Alors, le fait que le Premier ministre ait envisagé un report n'a absolument rien de dramatique. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir à l'esprit comme ça des dates ou un fétichisme par rapport aux dates qui pourraient être annoncées pour les élections. Je rappelle par ailleurs que c'est la réalité du terrain qui déterminera en réalité la faisabilité de ce calendrier. Je pense qu'à ce stade-ci, il faut laisser aux Maliens, en tout cas, le soin de refaire leur unité à travers tous les mécanismes institutionnels qui seront mis en place pour y parvenir. À travers donc des mécanismes donc institutionnels en place. Alors, mais Henri Nzouzi, techniquement parlant, est-ce qu'il y a selon vous quelque chose qui justifie ce possible report, ou plutôt peut-être la transition militaire n'a pas du tout envie peut-être d'organiser ces élections de sitôt? Bon, moi je ne suis pas un ami de M. Goïta, mais je dis simplement que envisager des élections dans un pays qui, aux 2/3, est quasiment occupé par des terroristes, ça pose un certain problème. Si l'on veut organiser des élections dans une partie du Mali, ok, allons-y, mais après il ne faudra pas pleurer face à la communauté internationale pour dire que nous n'avions pas réuni toutes les conditions. Je crois que c'est une question beaucoup trop sérieuse pour que des gens puissent commencer à spéculer sur les intentions des uns et des autres. Il y a une réalité intangible, c'est celle d'un pays qui malheureusement est totalement incapable de restaurer son État, je parle du gouvernement actuel, et qui a probablement dans, je dirais, l'arsenal des solutions, envie de discuter directement avec ceux qui posent problème, c'est-à-dire les terroristes. Et vous avez à côté de cela une communauté internationale qui est totalement réfractaire à cette idée, mais qui oublie que ce sont d'abord les Maliens qui doivent discuter entre eux. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif à cette réalité et éviter de donner comme ça des ultimatums
à la junte d'une part, mais aussi au pouvoir malien qui, à mon sens, devrait d'abord réunir les conditions nécessaires et suffisantes pour un climat, pour un scrutin apaisé. Réunir donc les conditions pour un scrutin apaisé, mais quelle devrait être selon vous la réaction de l'opposition aujourd'hui dans tout cela? Si opposition, peut-être il continue d'en avoir. Alors, l'opposition, bien évidemment, est dans son rôle et a même raison d'envisager effectivement de la part de la junte un agenda caché. C'est tout à fait possible, mais il faut aussi que l'opposition se mette en ordre de marche et évite de privilégier parfois des intérêts égoïstes. Il faut d'abord faire le pari de l'unité et je pense que pour ce faire, il faut prendre part à toute initiative qui va dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une partie de l'opposition qui est constructive, il y en a une qui l'est beaucoup moins. Il s'agit en fait de réunir ces deux franges pour que l'on mette en avant l'intérêt supérieur du peuple malien et que l'on évite d'utiliser des petites querelles politiciennes et de positionnements qui fragilisent, un, le Mali en interne et deux, créer inutilement les conditions d'un report qui pourrait, s'il devait être confirmé, aller au-delà des 6 à 9 mois, puisque les élections, il faut bien le rappeler, sont prévues en principe pour le mois de février 2022. Je pense que la date du 27 février a même été annoncée. Donc, attendons de voir comment les choses vont se dérouler. Et je pense qu'il faut aussi être attentif à ces assises de la refondation de l'État malien qui pourront donner une orientation définitive sur le calendrier électoral des prochains scrutins. À ce propos, je rappelle que donc une large concertation vient d'avoir lieu et qui a débouché sur donc la probable création d'une haute autorité indépendante pour l'organisation de ces élections. Alors, un autre acteur qui est forcément impliqué, c'est la CEDEAO, qui a donc mené, entre guillemets, encadré ou tenté d'encadrer ces transitions au Mali. Selon vous, quel devrait être le rôle de la CEDEAO ou la réaction plutôt de la CEDEAO dans tout cela? Alors d'abord, je pense que la CEDEAO garderait à être un peu plus modérée dans ses prises de position. D'abord parce qu'au sein de la CEDEAO, vous avez beaucoup de pays qui ne sont pas réputés pour être des exemples en matière de respect démocratique. Donc je pense que là aussi, il faut faire très attention. Maintenant, en tant qu'organisation sous-régionale, elle a effectivement son mot à dire lorsqu'une situation peut effectivement, je dirais, mettre en péril la cohésion de l'organisation, mais il n'est pas question comme ça de jeter des anathèmes ou de lancer des ultimatums à un État souverain. Il y a des choses qui sont non négociables, c'est l'unité malienne, la souveraineté malienne, la capacité du Mali à agir en tant qu'État dans le concert des nations, et je pense que ça c'est quelque chose sur laquelle la CEDEAO devrait réfléchir avant comme ça de fixer des ultimatums. Et d'ailleurs, je pense que un peu plus de modération serait la bienvenue, et il faut aussi donner à l'État malien la chance de refaire son unité avant de lui demander des comptes alors qu'elle est en plein processus pour ce faire. Donc attention, prudence, responsabilité et surtout modération. Modération et responsabilité plus de la prudence. Alors, un autre acteur actuellement qui n'est pas en odeur de sainteté avec Bamako, c'est Paris. Ce matin même, Paris a réagi de façon quand même assez virulente, dénonçant des propos inacceptables et en tout cas malvenus de la part du Premier ministre de transition, donc Choguel Maïga, qui disait que la France a abandonné le Mali en plein vol. Selon vous, vers quoi Bamako et Paris peuvent-ils se diriger au cas où il y a cette poursuite de bras de fer? Bon, d'abord, il va falloir que les esprits se calment un tout petit peu. D'une certaine manière, Paris l'a bien cherché en annonçant unilatéralement l'allègement de son dispositif Barkhane sans même informer les autorités maliennes. Ce n'est pas du tout non plus acceptable du point de vue malien, de la même manière que le Premier ministre devrait effectivement mesurer ses propos, car si la France n'était pas intervenue au Mali, aujourd'hui, je pense que nous serions dans une situation
très particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali, je l'ai rappelé, est un État souverain. Le Mali a tout à fait le droit de se chercher des partenaires qui peuvent l'aider éventuellement à résoudre sa situation sécuritaire. Du point de vue de la France, le choix du partenaire est, selon certains, il s'agit encore d'une rumeur, eh bien, ce choix ne serait pas compatible avec le sens même de l'engagement français et européen dans la zone, mais la France a fait le pari de se redéployer, de se recentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire la lutte antiterroriste, la formation des troupes, l'accompagnement dans certaines zones dites sensibles, et puis surtout la mise en place très attendue de la Task Force Takuba. Il faut bien le rappeler, qui est cette force spéciale composée de certains pays européens, dont il faut rappeler d'ailleurs que certains ont même commencé à reculer par rapport à tout cela, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de visibilité à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Mais selon vous, aujourd'hui, le Mali a-t-il plus intérêt à continuer cette collaboration et cette bonne entente avec Paris, ou plutôt d'être dans une situation conflictuelle? Alors, Paris n'est pas encore parti. Paris a décidé de réduire son dispositif Barkhane de 5100 à plus ou moins 3000 hommes. Paris se redéploie, est en voie de le faire. On ne peut pas non plus prêter au Mali des intentions qui ne se sont pas encore matérialisées sur le terrain. Il est vrai qu'on a parlé du groupe Wagner, attendons d'en avoir des preuves. Moi-même, j'ai évoqué ce qui se murmurait dans certains cercles, à savoir l'envoi de 1000 hommes, avec notamment un accès à des zones dites minières pour compenser, je dirais, l'engagement de cette force. Mais encore une fois, on ne va pas renier à l'État malien qui est souverain le droit de diversifier ses partenaires, et tant pis si cela mécontente certains. Tant pis si cela mécontente certains. Mais cela dit, en termes donc de coopération régionale et de déploiement de façon intelligente de ces différentes forces qui sont aujourd'hui présentes, on a la force Barkhane, on a aussi Takuba, en plus donc du G5 Sahel, sans parler de la MINUSMA. Ça fait quand même beaucoup, mais malgré tout, la situation reste chaotique. Selon vous, sur le plan diplomatique, quelle intelligence ou quelle bonne entente faudrait-il aujourd'hui mettre en place, ou en tout cas à laquelle parvenir, pour enfin avoir une réponse commune et unique face à ces menaces-là dans la région et au Mali? Alors, il y a beaucoup d'intervenants, vous l'avez dit. On le voit, un manque cruel de cohérence entre ces différents dispositifs. Vous évoquiez la Task Force Takuba, mais elle n'est pas encore opérationnelle. Il y a effectivement un problème à ce niveau-là. Pour ce qui est du G5 Sahel, il faut bien rappeler que le principal problème reste celui du financement, en dépit du fait que certains pays ont déjà mis la main à la poche pour cela. Tant qu'une évaluation sérieuse n'aura pas été faite, aussi bien de l'action de la MINUSMA, de l'action du G5 Sahel et de tout autre dispositif qui viendrait en appui pour permettre de sécuriser la zone, on va aller de fuite en avant en fuite en avant. Donc, je crois que le Mali a tout intérêt à faire une évaluation sérieuse avec ses différents partenaires et voir comment est-ce que l'on peut mettre plus de cohérence dans cela, parce que trop de dispositifs tuent le dispositif, et cela fait bien évidemment le jeu des groupes terroristes qui restent très actifs dans la zone. Un autre acteur qui est extrêmement évoqué ces temps-ci, et peut-être même qui est à l'origine de cette malentendu, en tout cas de cette friction avec Paris, c'est le groupe russe Wagner. Une question, pensez-vous que c'est honorifique, responsable pour les pays de la région, les pays africains, de désormais confier leur avenir sécuritaire non pas à des armées nationales, mais plutôt à des groupes ou à des mercenaires ou même à des milices? Pensez-vous franchement que cela va dans l'ordre des choses ou dans un sens qui est vraiment salutaire pour les gouvernements africains? Alors, moi, je ne porterai pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Je dirais simplement que nous sommes à une phase très particulière, avec une sorte de bascule stratégique. D'abord parce que les armées des pays voisins ne sont pas forcément mieux outillées pour venir en aide à l'armée malienne. On a le G5 Sahel, mais on voit qu'elle éprouve les pires difficultés à pouvoir stabiliser
la zone, il y a effectivement une alternative à l'engagement militaire des armées dites conventionnelles. C'est effectivement ces groupes paramilitaires. On peut effectivement reprocher le fait que ces forces paramilitaires sont souvent pointées du doigt pour des exactions ou pour le non-respect du droit humanitaire. Cela s'est vu dans certains théâtres d'opération, notamment en Syrie ou dans la guerre du Donbass, puisque l'on parle du groupe Wagner. Mais il appartient aux États qui font appel à ce type de coopération de pouvoir veiller scrupuleusement au cadre dans lequel ils évolueront. À l'heure actuelle, on le sait, le groupe Wagner est très actif en Centrafrique. Il suffit d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà, pour pouvoir tirer des conclusions. Mais pour le moment, seuls les Maliens, s'ils décident effectivement de franchir le pas, auront, je dirais, la capacité de pouvoir limiter ou délimiter le cadre dans lequel cette force interviendra. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une partie dans le travail qui pourrait être fait par cette force Wagner, par le groupe Wagner sur place, c'est notamment la formation des militaires, mais aussi la protection des personnalités au niveau du gouvernement. Voilà, ne faisons pas de procès d'intention, attendons de voir comment les choses vont se faire. Et je pense que les autorités maliennes sont suffisamment intelligentes pour ne pas, disons, envenimer la situation inutilement, avec notamment des pays comme la France, qui, il faut bien le rappeler, se sont engagés de manière durable et qui ont aussi payé un lourd tribut dans cet engagement. Une dernière question. Tout cela, dans cette situation, on note quand même le silence assez assourdissant de l'Union africaine. Selon vous, quelle devrait être la position et le rôle de l'Union africaine dans ce conflit? Assez rapidement, Aline Zouzi. Écoutez, il y a un précédent qui veut que ce soit d'abord les organisations régionales de la zone concernée qui prennent les devants. L'Union africaine vient peut-être avec un rôle, j'allais dire, de conseil. Mais ce sont des sujets suffisamment délicats que pour, en tout cas, déléguer aux organisations sous-régionales le soin de trouver une solution. L'organisation panafricaine, elle, peut rappeler les principes, sans plus. Elle peut rappeler les principes sans plus. Merci beaucoup, Aline Zouzi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et que vous êtes analyste politique et producteur du JT diplomatique. Merci d'avoir été avec nous, Aline Zouzi. La déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, intervient moins de 2 jours après s'être entretenu à New York avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Le Drian l'aurait mis en garde contre les conséquences graves d'une implication du groupe Wagner au Mali. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.